Bonjour, bienvenue sur TV Android, la chaîne spécialisée high-tech. Cette vidéo fait suite aux deux vidéos de test en jeu pour le Meizu Pro 5, donc le téléphone haut de gamme de la marque. Donc nous allons commencer par le contenu de la boîte. Donc à l'intérieur, dans cette boîte, on retrouve donc, le chargeur USB avec type C, donc réversible, donc dans ce sens et dans l'autre. Comme ceci, c'est vraiment le gros avantage de ce câble. Comme ça, plus besoin de se casser la tête à chercher le bon sens, surtout quand il fait noir. Donc, voilà pour le câble. Donc ici, rien de spécial, on retrouve donc une documentation, le petit outil pour le tiroir SIM. Donc ici, il y a les oreillettes qui sont ici. Donc ce n'est pas des oreillettes intra-auriculaires, donc ça, en tout cas chez moi, ça a tendance à bouger, à sortir un peu de l'oreille. Sinon au niveau son, le son est correct, vraiment pas mauvais pour ce type d'oreillettes. Parce que j'ai toujours eu l'habitude d'avoir des oreillettes donc avec des téléphones et c'était toujours le son horrible. Ici il est vraiment pas mauvais. Donc voilà pour le contenu de la boîte, il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. Une boîte noire. Voilà. Voilà, donc pour les caractéristiques du téléphone, donc c'est Lollipop 5.1 avec interface constructeur Flyme OS. Ici il a été mis à jour en 5.3 mais c'était en 4.5 si je ne me trompe pas. Et c'est une version internationale, donc pas une version chinoise. Pour voir la différence, donc juste après le 5.1.3 il y a un G ou un A. Le G veut dire international et A chinois. Bien entendu, la version chinoise ne fonctionne pas chez nous. Enfin, si ça fonctionne, mais on n'a pas accès au Play Store. Il y a plein d'autres applications. Donc, c'est un écran 5,7 pouces AMOLED 1080p de chez Samsung. Donc, vraiment un très bon écran. Donc, juste peut-être un petit peu de luminosité, mais ça, bon, on en reparlera un petit peu après. Donc, c'est un écran avec traitement Gorilla Glass 3. Pour la partie CPU, c'est un Samsung Exynos 7420 8 corps, donc de l'architecture Big Little, donc 4 fois Cortex A53 à 1,5 GHz, et une autre partie en 4 fois Cortex A57 2,1 GHz. Donc ça permet de faire des économies de batterie notamment. Donc, par exemple pour les petites tâches, les SMS on va dire. Il utilisera un ou plusieurs corps Cortex A53 à 1,5 GHz pour éviter de consommer inutilement, et pour les jeux, il utilisera la deuxième partie A57 à 2,1 GHz. Donc ça c'est un processeur gravé en 14 nanomètres FinFET pour les connaisseurs. Donc pour la partie GPU, un Mali T760 MP8 à 770 MHz. Pour la RAM, donc il y a deux versions. Ça dépend un peu de la version que l'on prend. Donc il y a une 32 Go et une 64. Avec la 32 Go, on a 3 Go de RAM LPDDR4. Et avec la 64, on a 4 Go de RAM LPDDR4. Ce modèle, c'est un 32, donc avec 3 Go. Bon, on en parlera un peu après de ça, mais sincèrement, 3 ou 4, il n'y a aucune différence. Voilà. Donc, il est doté d'un port micro SD qui se situe ici et d'un deuxième port nano SIM. Donc, soit on peut utiliser deux nano SIM, si je ne me trompe pas, c'est deux nano SIM ou une nano SIM et une micro SIM. Donc, à vérifier après. S'il faut, je le mettrai dans la vidéo. Ou alors, donc, une micro SD et une nano SIM. C'est selon le choix. Je trouve ça plutôt intelligent d'ailleurs. Voilà, donc ça, c'est pour la micro SD. Sur le haut, on retrouve la prise jack en 3,5.
le bouton power, le bouton volume plus moins, avec un petit écart ici entre les deux qui est plutôt joli. Ça permet de faire une démarcation. En dessous, le port micro USB type C avec le haut-parleur. Ici en façade, le bouton qui fait office de bouton retour quand on fait une légère petite pression. Et quand on appuie, donc on entend bien le clic, ça permet, par exemple, on est ici, quand on appuie directement, on revient directement sur le bureau. Alors que si on appuie une fois, on revient en arrière. C'est un peu déroutant au début quand on a l'habitude d'avoir des menus sur les côtés, parce qu'ici il n'en a pas. Bon, après on s'y fait. Je trouve même que c'est beaucoup plus intuitif et même plus rapide de faire comme ça d'ailleurs. C'est que j'ai d'habitude, au bout de 2-3 jours, franchement, ça me dérangeait plus du tout. Pour l'appareil photo, donc celui-ci à l'avant, c'est un 5 mégapixels avec ouverture 2.0. À l'arrière, on retrouve un 21,6 mégapixels de chez Sony, un modèle IMX320 avec ouverture 2.2, avec flash dual tone et autofocus, donc ici dans le bas. Un peu comme LG avait fait avec le G3. Ça permet d'améliorer, surtout quand on est plus proche, donc ça fait un focus plus rapide et de meilleure qualité. Donc pour le Wi-Fi, c'est du Wi-Fi, c'est du Wi-Fi 802.11 ABGN, donc compatible 2,4 et 5 GHz. Le Bluetooth, c'est du Bluetooth 4.1 LE et il y a le NFC. Pour la 4G, donc c'est la catégorie 6. Et pour les bandes de fréquence, donc c'est du 1800 et du 2600, donc pas de 800 MHz. Bon, ça ne pose pas vraiment de problème, parce que c'est très souvent le 1800 qui passe, enfin, en tout cas en Belgique. En France, c'est vrai qu'ils ont beaucoup plus de 800 MHz, mais en Belgique, enfin, moi, en tout cas, depuis que je l'ai, je n'ai jamais eu de soucis. Toujours en 4G ou même en 3G+, donc sincèrement, enfin en tout cas pour moi, ça ne me gêne pas du tout. Donc je disais pour l'USB type C, donc c'est du 2.0 avec câble réversible, c'est un peu le but du type C. Et une batterie de 3050 mAh, donc c'est plutôt pas mal. C'est un peu plus que par exemple Samsung. Si je ne me trompe pas, avec le S6 c'est du 2600, je pense. Donc ça devrait être pas mal, vu que la batterie est quand même plus grosse et que l'écran est Full HD au lieu d'être 2K. Normalement ça donne une autonomie qui est beaucoup plus importante. Non amovible bien sûr, parce que c'est un design unibody, donc on ne sait pas la retirer. C'est peut-être un peu le défaut. Mais bon, on va me dire que de toute façon la batterie commence à s'abîmer qu'au bout d'un an, et ça devient de plus en plus rare de rester avec un téléphone plus d'un an de toute façon. Donc, voilà. Bon, et ça permet d'avoir un design qui est beaucoup plus joli, comme on peut le voir. Donc pour le design, c'est du métal, mais juste uniquement pour le milieu. Dans le haut, c'est du plastique, donc ce qui permet d'avoir une meilleure réception au niveau des antennes. Alors je sais, certains vont dire oui, c'est copie de iPhone. Oui, un peu, certainement. C'est vrai que ça ressemble. C'est surtout en fait le bas et le haut qui fait que ça ressemble, mais c'est aussi une fonction du niveau des antennes. Donc oui, ça ressemble, mais je ne sais même pas si c'est vraiment fait exprès. Enfin, le design quand même très bien réussi, je trouve. Surtout l'écran, oui, ça j'ai oublié de le dire, écran 2,5D, donc arrondi légèrement sur les bords, ce qui fait qu'on ne sent pas d'arête. Ça devient vraiment à la mode ça aussi, mais ça c'est vraiment pas mal. C'est très agréable en main. Et quand on le tient comme ça, on ne sent rien du tout sur les bords. Vraiment pas mal. Pour les dimensions, donc c'est du 156,7 x 78 x 7,5 mm. Donc,
dans la moyenne de téléphone. Maintenant, ça prend aussi un peu plus de place à cause du bouton qui se situe ici. Bon, il n'y aurait pas eu de bouton, l'écran aurait pu être un peu plus petit, hein, dans le bas. Bon, je le trouve quand même assez fin. Il est vraiment pas épais. Bon, et à cause de ça, bien sûr, il y a l'appareil photo qui ressort légèrement. Un peu grand, je trouve quand même. Comparé aux autres marques. Enfin, c'est pas moche. Pour le poids, ça je ne l'ai pas dit, donc c'est du 168 grammes. Ça va. Pas trop lourd, pas léger. C'est même plus agréable qu'un S6 en main, parce que le S6, sincèrement, quand on l'emmène, on le sent pas. Il a l'air vraiment très léger et toujours, quand ta téléphone est léger, ça donne toujours comme une impression de mauvaise qualité, on va dire, un petit peu. Une fois que le téléphone est un peu plus, qui a quand même un petit peu de poids, comme on va dire iPhone, par exemple, comparé, ça donne toujours une impression déjà de qualité. Et c'est toujours plus agréable. J'ai jamais aimé les téléphones ultra légers. Donc ce téléphone est disponible en gris, donc gris à l'arrière, et noir à l'avant, ou alors en gris, toujours à l'arrière, et blanc devant. Pour le prix, la version 32 se situe entre 450 et 500 euros à peu près. Et pour la 64, c'est entre 500 et 550 euros. Donc toujours pour l'écran. Le seul petit défaut que je lui trouve, c'est que c'est le manque de luminosité. Il n'est pas assez lumineux à mon goût. Même bon, si c'est pas dérangeant et qu'on s'y habitue très vite. Il aurait été un peu plus comme l'écran des S6, ça aurait été quand même beaucoup mieux. Par contre, niveau contraste, là, impeccable. Il n'est pas trop vif au niveau des couleurs. Parce que les écrans, enfin c'est mon avis, mes écrans AMOLED ont toujours tendance, je trouve, à être beaucoup trop, avoir beaucoup trop de contraste, donc des couleurs beaucoup trop vives. Enfin, ça me dérangeait toujours un peu ça en fait. Donc ici, je trouve que franchement, ils ont bien réglé l'écran. Juste manque un petit peu de luminosité. Sinon, pour le reste, c'est impeccable. Parce qu'on voit bien, ce sont déjà réglé les icônes. Les couleurs sont quand même bien. Maintenant, dans les paramètres, comme je pourrais le montrer tout à l'heure, il y a toujours moyen de régler un petit peu pour que ce soit plus chaude ou plus froide. Donc ça, c'est bien d'y avoir pensé aussi, de pouvoir régler un petit peu soi-même. Voilà, oui, bon, il y a toujours le défaut un petit peu des AMOLED. Quand on le penche légèrement, ça a toujours tendance à tirer un peu sur l'arc-en-ciel, on va dire, ou un peu sur le bleu. Enfin, moi, en tout cas, je trouve que quand je le penche, c'est un petit peu bleuté légèrement. Bon, quand on l'a bien comme ça, il faut vraiment arriver à peu près là pour commencer à voir le reflet. Donc voilà, encore une fois, c'est pas dérangeant. De toute façon, c'est le défaut de tous les AMOLED. Quand on les penche, il y a toujours une petite différence qui se fait. Voilà, donc pour l'OS, on va parler un petit peu de l'OS maintenant. Donc pour l'OS, donc Android, donc c'est bien l'Android 5.1, mis à jour en 5.1.3, donc version G comme je l'ai dit, donc international avec le français. Évitez de mettre la A même si vous faites une mise à jour, sinon vous allez vous retrouver avec plein d'applications chinoises, le Play Store qui ne fonctionne pas, et donc beaucoup de soucis. Voilà, donc pour les paramètres, double SIM, donc on a accès aux réglages. Comme j'ai mis une micro SD et une carte SIM, j'ai pas accès au premier slot. Données mobile, voilà, ça c'est basique. Donc, comme je disais, tout se fait avec le bouton. Juste une petite pression, j'ai même fait un peu trop. Juste une petite pression, touc. C'est bien fait. Sincèrement, quand on commence à avoir l'habitude, c'est vraiment pas mal. Wi-Fi normal, Bluetooth. Donc il y a une notification, donc on peut gérer assez bien de choses.
Bon, par contre, avec cette ROM, le petit défaut, c'est que parfois il y a des traductions qui sont pas toujours très claires. Mais c'est mieux que la 4.5, parce qu'avec la 4.5, c'était horrible. Il y avait beaucoup de mots qui étaient vraiment très très mal traduits. Donc ici, ils ont quand même fait un gros effort avec cette mise à jour. Normalement, il devrait y en avoir une autre d'ici un mois ou deux qui corrigerait encore justement ces défauts de traduction. Et je pense que c'est aussi au niveau du Wi-Fi où ils feront des petites mises à jour, puis d'autres petites choses. Mais je pense que ça va surtout, enfin, en tout cas pour la version internationale, ça va surtout être basé sur la traduction. Par contre, pour l'Android 6, il faudra attendre, je pense, encore plusieurs mois. Parce que ça, c'est un peu le défaut de la marque. Ils sont toujours un petit peu en retard au niveau mise à jour pour Android. Parce que maintenant, par exemple, Samsung, bah, eux, ils sont en train de mettre justement leur téléphone à jour avec Android 6. Bah, eux, ici, ils sont toujours encore avec la 5.1. Donc, pour ceux qui aiment bien avoir des téléphones vraiment bien à jour, bah, un peu comme avec LG, par exemple, j'avais le G3 et ça a été l'un des premiers à avoir la nouvelle mise à jour. Bon, ici, on est au mois de mars et ils ont fait une mise à jour, mais toujours 5.1. Donc voilà, enfin bon, c'est pas dérangeant. Ça fonctionne très bien avec celui-là. Donc il y a des petits gadgets. Donc par exemple la vitesse actuelle du réseau. Donc je vais ajouter, ça je parlerai après du menu. Voilà, donc bah, quand on se connecte sur Internet, ça permet d'afficher ici dans le haut. Voilà. Donc la vitesse de connexion. Pas du débit. Bon, c'est un petit gadget. Barre d'état immersive. Donc c'est-à-dire que la barre du haut, enfin, dans le haut, ici, on peut le voir, ça s'adapte avec la page où l'on est. Donc bah, ici c'est du gris bleu. Ici page d'accueil, enfin, du bureau noir. Par exemple ici sur le Play Store, bah, vert, bah, ça se met en vert. C'est à ça que ça sert. Bon, c'est chouette, c'est plutôt pas mal. Bah, pourcentage à batterie. Voilà quoi. Accès plein écran, c'est pour utiliser du multitâche. Pas grand chose à dire. Boissonnerie vibreur. Ici, il y avait une fonction Wi-Fi Sound avec la 4.5 qui était un peu plus poussée. Enfin, ils l'ont toujours laissé ici, mais on sait faire moins de réglages. Donc, quand on branchait un casque audio, par exemple, ben, on pouvait intégrer directement des réglages prédéfinis par la marque, directement pour avoir bah, le son adapté au casque, par exemple. Bon, ici, je n'ai pas su tester encore. Je pense que ce sera toujours à peu près le même principe, mais un peu, je pense que c'est un peu moins fait, moins bien fait que la version 4.5 du Meizu. Ouais, il y a aussi un Hi-Fi Sound, donc pour adapter le son. Donc on peut aller jusqu'à du 32 bits. On peut aller même dans les sources du 44 kHz au 192. Bon, ça j'ai pas su tester vraiment s'il y a réellement un gain. Sur le papier, oui, normalement ça devrait être le cas. Donc bah, si certaines personnes ont déjà pu le tester, bah, qu'ils l'indiquent peut-être en commentaire ou qu'on puisse peut-être en discuter un petit peu. Ça pourrait être intéressant. Son système, retour tactile, bon ça on s'en fout. Bah, les sonneries, les messages, notifications, voilà. Il y a un mode nuit. On peut faire des petits réglages. Personnaliser. Ah oui. Bon, ça c'est une petite particularité de Flyme. Donc, ils ont des icônes propres à leur OS, à leur couche plutôt. Donc, pour faire simple, donc voilà. Par exemple, bah, le Play Store, c'est une icône comme ça avec Flyme. Si maintenant on le change, on va l'enlever, ça va normalement se mettre voilà avec l'icône directement de Google. Personnellement, je le trouve plus joli avec les icônes Flyme. C'est plus joli. Bon, ça c'était
Fond d'écran, bon, bah, galerie. Voilà, ça c'est la même chose. Affichage. Donc ici on peut régler la luminosité. Il n'était pas mis au fond. Voilà. Donc là il est un peu plus lumineux. Luminosité automatique. Donc c'est géré avec un capteur. Le capteur par contre, je ne sais pas si on peut le voir. Normalement il se situe ici je crois. On voit pas très bien en fait. Enfin oui, normalement je crois qu'il est ici. Voilà, donc la veille, bah, on peut régler la veille. Voilà, ici, couleur, c'est ce que je disais justement. On dit, bah voilà, encore un petit bug. Justement, de la couche slimy. Bah, le mot il dépasse un peu. Donc on peut régler, je sais pas si on va le voir par contre à l'écran. Donc plus chaud, on voit les couleurs qui changent, ou plus froide. Voilà, bon, l'empreinte. Le lecteur d'empreinte se situe sur le bouton, enfin à l'intérieur du bouton. Donc une petite pression et ça se déverrouille. Pour montrer, sincèrement jusqu'à maintenant, enfin si on met bien son doigt, faut pas non plus mettre comme ça. Si on l'enregistrait ainsi, qu'on met son doigt comme ça n'ira pas, c'est clair. Mais si on le met correctement, il suffit d'appuyer, il déverrouille tout de suite. Voilà, donc je disais l'empreinte. Voilà, bah, on peut rajouter autant qu'on veut. Donc l'avantage, enfin en tout cas moi c'est ce que j'ai fait, j'ai enregistré avec mon pouce, enfin, avec les deux doigts ici, parce que c'est vrai que c'est toujours plus celui-là qu'on utilise, ou alors le pouce. Donc j'en ai enregistré deux, comme ça, bon on ne sait jamais, si je suis comme ça je peux le déverrouiller, s'il est posé, bah par exemple, bah, hop je fais ça, et il déverrouille. C'est plutôt sympa. Maintenant, il y a moyen d'attribuer d'autres choses avec ma protection de mot de passe, c'est ce que j'ai fait. Moyen de mettre un coffre-fort. Pour ceux qui veulent, bah, enfin, je suppose que c'est ce qu'on peut faire, mais c'est bah, par exemple cacher des photos. Je pense que c'est un peu le but de ça. Enfin, j'ai pas testé personnellement, mais je pense que ça doit être ça. Bah, voilà, donc pour ça c'est fait. Bon, longueur, accessibilité. Ah oui, pour ceux qui aiment bien les options développeurs, ça ne se trouve plus ici, où il fallait appuyer plusieurs fois. Eux, c'est directement intégré, un peu comme le root d'ailleurs, avec la version 4.5. Il fallait juste aller dans un ou deux menus, pouf, et ça a activé directement le root. Bon, il sait que la version ici qu'ils ont sorti, ça ne fonctionne pas. Mais normalement, avec la mise à jour qu'il y aura dans, bah, je pense dans un mois ou deux, ils auront réglé le problème, en tout cas pour la version internationale, donc ça fonctionnera. Et donc pour le mode développeur, bah, ici directement l'accessibilité, mode développeur. Donc ils ont directement intégré ça dedans. Alors il y a activation avec des gestes. Donc on peut faire glisser vers le haut pour déverrouiller, balayer vers le bas. Moi j'ai mis donc toucher deux fois, c'est un peu ce que j'avais avec LG justement, le G2 ou G3 que j'ai eu. Donc ça je trouve plutôt intéressant justement de le remettre. Donc c'est ça. On tape deux fois, hop, et ça l'allume. Enfin, ça déverrouille aussi normalement, mais comme j'ai mis le lecteur d'empreinte, donc ça ne le fait pas. Donc ici. Et aussi le Smart Touch. Donc ça c'est un petit bouton qui se met ici, et ça, donc on ne sait plus utiliser l'écran, comme on peut le voir. Donc le petit bouton, bah, tout est géré dessus, donc on clique, bah, ça revient en arrière, double-clic, ça ferme. Si on remonte vers le haut, bah, ça revient à l'écran d'accueil, si je ne me trompe pas, oui. Vers le bas, donc c'est la barre de notification qui se lance, bah, on va tester, voilà. Ouais, glisser vers la gauche, donc ça va entre les tâches. Bon, c'est plutôt amusant. Enfin, moi personnellement, je n'utilise pas. Donc voilà. Ici, bah, on a tout fait. Pour la batterie.
Ici encore quelque chose qui n'a pas, enfin en tout cas pour moi n'a pas été très bien introduit. Enregistrement, je sais pas ce que c'est. Solde, c'est sûrement un réglage moyen, hein, et performance. C'est ce que je disais, c'est des petits problèmes de traduction. Rien de grave, de toute façon. GPS. J'ai testé un petit peu, il est plutôt rapide. Il trouve quand même assez rapidement les satellites. De toute façon, on va commencer par ça, parce que je devais justement vous montrer quelques petits tests. On va le faire avec le GPS justement. Voilà. Je ne sais pas s'il est, il est pas mis. Normalement, voilà, il en trouve déjà 3. Et chez moi en plus, j'ai toujours eu du mal à peu trouver les GPS. Non, il y a moyen de mettre, voilà, 4. 5. Pour que ce soit correct, normalement c'est 6. Beaucoup moins dans l'intérieur. C'est normal que ça ne trouve pas correctement les satellites, mais il en trouve quand même 4, 4, 5, sans problème. On est même à 6 maintenant. C'est pas mal, c'est un bon GPS. Comme je suis dans le menu, ici, tout truc tout simple. On monte, on descend, toujours le même principe, et on a tout qui est ici. Avec la 4.5, on avait une petite partie, donc on avait moins d'icônes. Tout ici, directement pour la luminosité. Raccourci ici pour aller dans les paramètres. Smart Touch ici directement aussi. Voilà, donc Wi-Fi à la limite, petit test, vitesse. Hop. Bon, ça devrait être bon, puisque le modem est juste à côté. Il y a 30 cm de différence. Voilà, 80 mégas. Pareil en upload, c'est nickel. Voilà, donc Wi-Fi impeccable. Contraire aurait été étonnant. CPU Z. Montrer. Pardon. Donc c'est bien 8 corps. Donc CPU 0 jusque 3. Donc c'est le A53 à 1,5 GHz. On le voit, il ne va pas plus haut. Et le 4 jusqu'au 7, c'est le A57 qui va jusqu'à 2.1. Qui normalement n'est pas sollicité si on ne lance pas quelque chose de gros. Donc pour le GPU, le Mali 760. Donc c'est bien un Medium Pro 5. Par contre l'écran, ça c'est pas bon l'info qu'il met. C'est un 5,7, pas un 6 pouces 4. C'est bien Full HD, 341 dpi, 3 Go de RAM. Bon, il n'y a jamais 3 Go pile. Donc c'est 2,7 réellement. Donc c'est un 32 Go, mais bon, déjà c'est plein d'applications, il reste encore 25 à peu près. Pour le système, Flyme OS 5.3.0. Donc c'est Android 5.1. La batterie. Il n'y a rien de bien, 26 degrés quoi. Oui, chauffe, justement, en jeu. J'ai déjà testé quand même plusieurs jeux pendant un moment. Et franchement, ça ne chauffe pas du tout. Ça reste à peine tiède. Donc ça me change beaucoup du G3 qui était toujours bouillant avec son Snapdragon 801. Un peu pareil, je pense, pour ceux qui ont du Snapdragon 810. Ça doit chauffer beaucoup. Encore plus même celui-là. Non, franchement, ici Samsung, ils ont fait un très bon processeur. Ça ne chauffe pas, il est vraiment très performant. Maintenant, c'est aussi la gravure qui fait. Parce qu'il est quand même gravé en 14 nanomètres.
Les sensors, accéléromètre, gyroscope, capteur de luminosité. Il y a un peu de tout. Il n'a pas que le lecteur d'empreintes, bien sûr. De pression artérielle, ce genre de choses. Ça, il n'a pas, comme sur les 6 par exemple. Sinon, il a tout le reste. Je vois leur pub. Alors, donc, qu'est-ce que je peux mettre d'autre? Je peux lancer. Ah ben non, je vais pas lancer, je l'ai déjà fait. Donc, je vais vous montrer un peu les scores, comparer. Donc, j'ai lancé, il fait 86 000. Donc, en comparaison, il est deuxième. Enfin, en tout, bon, c'est toujours qu'un test. Ça ne représente pas vraiment les performances du téléphone, mais ça donne une bonne idée. Donc, on est quand même pas loin du Mate 8, au-dessus de S6 Edge. Logique, une différence de résolution d'écran. Le S6 c'est du 2K, ici c'est du Full HD. C'est un peu l'avantage justement, c'est plus performant, ça consomme moins. Donc je trouve que là Meizu ils ont fait un très bon choix, ils ont été plutôt intelligents. Parce que sincèrement du Full HD au 2K, si quelqu'un voit la différence, qu'il me le dit, parce que sur un petit téléphone, à moins d'avoir une tablette 8 ou 10 pouces, où là on pourrait peut-être voir un peu la différence, surtout en photo ou en vidéo. Sur un plus petit téléphone, en dessous de 6 pouces, je pense franchement pas que l'on puisse voir la différence. Je me demande si on voit pas le capteur ici justement là. Ah bah oui, capteur que je parlais tout à l'heure. Donc voilà, donc pour comparer ce qui est ici, il y a quand même une grosse différence. Même processeur, juste la qualité de l'écran qui est différente, c'est du 2K pour un, du Full HD pour l'autre. Pour les jeux, je ne vais pas vous montrer parce que j'ai quand même déjà fait 2 tests. Peut-être un petit dernier. Un autre que j'ai mis il n'y a pas longtemps. Celui-là. Voilà, vous montrer un petit peu ça. Hop, jouer. Qu'est-ce qu'il me demande là? Ouais, oui. On va faire celui-là. Allez, joue. Hop, voilà. Désolé si je joue pas très bien, parce que filmer, enfin avoir la caméra juste devant soi et jouer, c'est pas évident en même temps. Là, vous voyez les FPS ici à droite, et quand même toujours presque à 60. Il n'y a qu'un seul jeu jusque maintenant que j'ai testé qui fait vraiment des sons en dessous. Parfois c'est vraiment rare. En dessous des 40 FPS, c'est Real Racing 3. J'ai même mis le jeu Nova, Nova il est à fond aussi. C'est l'avantage du Full HD. Ça prend beaucoup moins de ressources. Et la qualité de l'image est quand même là. Vraiment fluide. Voilà, donc ça c'était pour la partie jeu. Donc je vais quitter. Pour vous rendre compte un petit peu mieux de la qualité vidéo et également du son, je vais lancer une vidéo sur YouTube. Ici.
ça, c'était pour la partie vidéo et également le son. Donc maintenant, pour la partie photo, si j'arrive à retrouver, on va d'abord lancer la vidéo que j'ai faite avec le téléphone. Donc maintenant les photos, donc photos intérieures et extérieures, si j'arrive à les retrouver bien sûr, parce que j'étais à prendre, donc ici en intérieur, ça, pour mettre zoomer dessus, donc on voit quand même très bien les détails, même en zoomant, si j'arrive à zoomer correctement. Moins de sur le côté. Vraiment très bonne. Oh, vraiment une bonne qualité. Donc pour l'extérieur, qu'est-ce qu'il y avait? Celle-ci. J'ai fait le photo du ciel pour se rendre compte vraiment des différentes nuances. Donc on voit bien quand même les différences de gris, puis de blanc et bien le bleu. Et ok, celle-ci. On voit quand même très bien les détails. Zoomer, quoi. Par exemple ici sur la feuille. Regardez si j'ai pas une autre photo. Ça par exemple. Donc c'est bien net. Voilà, donc c'est un téléphone que je recommande sans souci. Pour preuve, c'est mon téléphone. Donc mon prochain test sera sur un Galaxy S6 Edge, certainement de la semaine ou début de semaine prochaine. Donc je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. N'oubliez pas de me mettre un pouce j'aime si vous aimez la vidéo. Je vous remercie et au revoir.